les choix qu'on va faire au moment où on va créer sa société, même s'ils ne sont pas irréversibles, c'est des choix qui peuvent avoir des conséquences importantes. La meilleure réponse à un instant T n'est pas forcément la meilleure réponse quelques années après. En EURL, le dirigeant, il va être ce qu'on appelle gérant et travailleur non salarié. Ça va être son statut social. Alors qu'en SASU, le dirigeant, il va être président ou présidente et son statut social, ça va être assimilé salarié. En préambule, c'est important de dire qu'une charge, quoi qu'il arrive, elle doit être engagée dans l'intérêt de l'activité. Et deuxième critère, elle doit être justifiée. C'est pas tout d'avoir des revenus, mais si demain on fait face à un accident de la vie, est-ce qu'on a mis en place tout ce qu'il faut pour que ces revenus continuent et perdurent? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du board. Alors là, je suis sûre que j'ai plein de monde pour nous écouter là. Ce sujet en or, maximiser ses revenus de solopreneur, 5 optimisations secrètes. Je suis super contente du thème du jour et je suis super contente de l'invité du jour que je vais vous présenter. Je suis un petit peu intimidée parce que c'est un expert comptable. Et si vous connaissez ma passion pour la comptabilité, vous compatissez. Mais je vous rassure, c'est un super expert comptable. Et déjà, en plus, il travaille chez Number, qui est mon partenaire pour cet épisode et mon nouveau comptable cette année. Je vous ai déjà raconté un peu mes aventures géniales avec Number. Donc, on va continuer et enfoncer le clou pour vous aider, vous aussi, à profiter des 5 optimisations qu'on va voir ensemble dans cette mini-série. Flavien Fueyo. Salut Flavien, bienvenue au board, ça va? Bonjour Flavie, ça va, nickel, ravi d'être sur le board. Et oui, écoute, un expert comptable, mais tu vas avoir un expert comptable sympa. Oui, c'est ça. Je te vois déjà si vous nous regardez en vidéo avec ton petit casque stylé, Bluetooth et tout. On est loin de l'image d'Épinal de l'expert comptable d'avant. On a des experts comptables digitalisés et surtout proches de nos business de solopreneurs aussi. Et ça fait du bien parce que vous êtes vraiment quand même spécialisés sur ce public qui est un entrepreneur. On est des entrepreneurs à part quand même. On n'a pas d'employés, on lève pas de fonds. Enfin, en tout cas, différemment que nos confrères et consoeurs entrepreneurs classiques. Alors, par quoi on commence si on veut optimiser notre statut de solopreneur et notre rémunération aussi, en gros, que ça se passe mieux pour nous fiscalement, mais aussi financièrement. Qu'est-ce que tu nous conseillerais de commencer par quoi pour ce premier épisode, Flavien? La première chose, écoute Flavie, c'est toujours la forme juridique. La forme juridique et quel statut j'utilise pour exercer mon activité. Parce qu'en tant que solopreneur, j'ai plusieurs possibilités. On entend souvent parler de la micro-entreprise, c'est sûr, mais il y a aussi l'entreprise individuelle au régime réel, qui est la continuité de la micro-entreprise. Et ensuite, quand on passe un step, là, c'est la société. Et si société, alors quelle forme de société choisir? Ouais, alors ça, c'est super intéressant que tu parles de ça direct, parce que je sais que dans le board, il y a vraiment un mix de tout ça. En gros, c'est moitié-moitié. Il y a moitié des gens qui sont encore en micro-entreprise, moitié qui sont en société. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit cours accéléré sur peut-être les bénéfices de chaque statut qu'on arrive à statuer? Purée, on va faire plein de jeux de mots. Déjà, on s'appelle Flavien et Flavie, donc ce qui est pas évident pour cet épisode. Mais bon, du coup, ça, c'est bien, c'est marrant. J'ai l'impression d'avoir un peu mon double au micro. Alors vas-y, je te laisse nous faire un petit état des lieux des différents statuts et ce que t'en penses toi aussi pour notre persona solopreneur. Avec plaisir. Justement, on va essayer de focus sur ce qui pourra intéresser les solopreneurs et les guider dans leur prise de décision, parce que des différences entre les statuts, il peut y en avoir, des plus ou moins importantes, mais là, on va vraiment rester sur ce qui nous intéresse, quoi. Donc la micro-entreprise, déjà, on va commencer par ça, puisque généralement, elle est présentée comme la forme pour se lancer, pour tester un petit peu son concept. La micro-entreprise, ça peut être une bonne solution. Il n'y a pas de problème. Ça, il faut le dire. C'est sûr. Mais c'est pas parce qu'elle est autorisée que c'est forcément la meilleure solution. Parce que la micro-entreprise, si tu te souviens, ça fonctionne avec des seuils, notamment de chiffre d'affaires. On peut être micro-entrepreneur, ou d'ailleurs auto-entrepreneur, c'est la même chose, jusqu'à un certain plafond de chiffre d'affaires. Quand on parle de prestations de services, on est aux alentours de 77 000 euros. Ok. Mais ce seuil, il se dépasse aussi, parce que j'ai entendu parler de ça, et là où moi j'aurais été catégorique en disant bon, si vous voulez être solopreneur, c'est pas la micro parce que vous serez vite capé à 77 000. Finalement, j'ai cru comprendre que c'est un petit peu plus subtil que ça avec l'histoire du dépassement. C'est ça, on peut le dépasser, mais pas plus de 2 ans de suite. Ce qui veut dire qu'au bout de la 3e fois, obligatoirement, on passe au régime réel. Et donc là, c'est déjà une nouvelle étape. C'est toujours l'entreprise individuelle. Mais l'entreprise individuelle, elle peut être soit au régime micro, soit au régime réel.
Et bien là, on passe, on va dire, à l'étape 2, l'entreprise individuelle. Régime réel, ça veut dire avec une comptabilité. Et on va venir déduire les charges réellement. Parce que la micro-entreprise, on en sort soit légalement, une fois qu'on a atteint les fameux seuils, soit parce qu'on s'est rendu compte qu'elle était plus intéressante pour nous. Et je peux te prendre le cas de quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques semaines, qui était auto-entrepreneur, qui est opticien, et qui travaille, qui se déplace dans les EHPAD. C'est son public avec lequel il travaille. Il s'est rendu compte qu'en micro-entreprise, il avait beaucoup de frais de déplacement. Et donc là, le fait de ne pas pouvoir déduire ses charges, c'était un frein pour lui. Donc il Ouais. y a ces deux moments-là où on peut sortir de la micro. Soit légalement, Alors, soit parce que c'est plus la meilleure solution. ouais, alors, donc j'aime bien que tu dises que d'un côté, ça peut être un statut durable, parce que rien ne vous oblige à faire plus de 77 000 euros, et puis Mhm. ça peut convenir très bien en fonction de vos besoins, etc. Et vous pouvez être hyper rentable, même à 77 000 euros, enfin, c'est pas le sujet. Et aussi l'inverse est vrai, c'est-à-dire que c'est pas forcément en micro qu'il faut commencer. Alors moi, ça me rappelle un peu mon démarrage, parce que moi, au démarrage de mon activité, je plaçais aussi d'autres freelances commerciaux dans mes missions commerciales, et du coup, j'avais direct cette notion de sous-traitance D'accord. qui m'a bloquée. Enfin, moi, j'étais obligée de Mhm. passer en société directe parce que je pouvais pas, voilà. Donc, du coup, peut-être que tu peux nous parler aussi de ces statuts de société. Oui, ouais, ça marche. Ben, en société, alors si je reste sur le public solopreneur, hein, donc on va partir du principe qu'il n'y a que un associé, on va avoir le URL ou la SASU. Dans les deux cas, on est sur une forme de société avec associé unique. Et là, par contre, administrativement, c'est un petit peu plus lourd. Il faut rédiger un statut, déposer un capital et vraiment créer sa société. Mais Bah par attends, contre, tu dis plus lourd, mais qu'on soit clair. Enfin, moi, je veux dire, je n'ai rien fait de tout ça. J'ai acheté des services clés en main, oui, packagés. oui, C'est oui. pas moi qui ai rédigé mes statuts, parce que j'ai l'impression que parfois les gens ils se font un monde, mais Mhm. moi je trouve que j'ai pas vu beaucoup de complexité. Enfin, c'est peut-être parce que j'ai Non, choisi le bon comptable. Tu me diras, mais tu vois, j'ai pas eu l'impression de passer 10 heures de plus par mois à faire ma compta versus bah, la micro-entreprise, quoi. tant mieux. C'est déjà une bonne nouvelle. Alors, ça veut dire que tu as été correctement accompagné. Mais c'est indispensable en tout cas de l'être parce que les choix qu'on va faire au moment où on va créer sa société, même s'ils ne sont pas irréversibles, c'est des choix qui peuvent avoir des conséquences importantes. Donc, Ok. pour le coup, il va falloir bien arbitrer la forme juridique et on verra certainement un petit peu plus tard que la forme juridique, d'ailleurs, on peut la modifier et que la meilleure réponse à un instant T n'est pas forcément la meilleure réponse quelques années après. Donc, tu vois, quand tu me disais au lancement, je fonctionnais comme ça et après j'ai dû moduler parce que sous-traitance, bah oui, c'est possible. Alors bon, trop intéressant, donc ça c'est bien. Faut juste savoir que ça coûte un peu, mais bon, c'est sûr qu'on Oui. peut modifier. Donc déjà peut-être ça enlève un peu de pression sur les, les épaules frêles des solopreneurs qui se disent «Ah, mais quel statut». Alors ce que j'entends tout le temps, c'est le match entre EURL et Mhm. SASU. Alors dans quel cas on choisit l'un et dans quel cas on choisit l'autre? Bah, pour essayer de faire simple, hein, ce qui change la grosse différence entre les deux, c'est le statut social du dirigeant. En EURL, le dirigeant, il va être ce qu'on appelle gérant et travailleur non salarié. Ça va être son statut social. Alors qu'en SASU, le dirigeant, il va être président ou présidente et son statut social, ça va être assimilé salarié. Bon, le statut social, là, pour l'instant, c'est que de la sémantique, c'est que des termes, mais derrière, il y a des conséquences sur les cotisations sociales obligatoires. Le travailleur non salarié, il va payer 45% de cotisations sociales obligatoires alors que l'assimilé salarié va payer plutôt 75-80% de cotisations sociales obligatoires. Donc ça veut dire que à enveloppe équivalente, il y aura plus de rémunération nette pour le travailleur non salarié que pour l'assimilé salarié. Bon, alors après, il y a d'autres choses à prendre en compte, on va y venir, mais c'est vraiment ça la différence principale. Bah ok, écoute, franchement c'est super clair. Tu m'avais dit que tu nous donnerais des petits exemples aussi peut-être. Si on se met dans du coup je vais prendre un solopreneur qui fait un peu au-dessus du plafond de la micro, mettons 80 000 euros. Oui, Concrètement, SASU et URL, qu'est-ce qui me reste en salaire à la fin dans les deux cas? ouais, pas de problème. Alors, je vais me permettre de prendre une autre valeur si tu veux pour que ce soit plus simple pour Vas-y. le calcul. Mais quelqu'un qui fait 80 000 euros de chiffre d'affaires. Allez, je vais reprendre le tien. Qui fait 80 000 euros de chiffre d'affaires et qui a 15 000 euros de charges par ailleurs. Donc des frais de déplacement, l'assurance responsabilité civile, un petit peu de matériel, etc.
ça veut dire qu'il lui reste 65 000 euros. Ça, c'est son enveloppe disponible pour sa rémunération. Si cette personne décide de tout prendre, c'est-à-dire de tout ponctionner à sa société pour le mettre sur son compte personnel, alors en EURL, après les 45% de cotisation sociale obligatoire, il restera dans sa poche 45 000 euros environ. En SASU, par contre, étant donné qu'on est plus proche des 75% de cotisation sociale obligatoire, il ne lui restera que 37 000 euros. Donc tu vois, là, déjà, on a une différence de 8 000 euros sur la rémunération nette dans la poche. Et une fois que la rémunération est dans la poche, quand même, attention, point de vigilance, il faut encore s'acquitter de l'impôt sur le revenu. Ouais, bon, tout à fait. Ça, c'est pour ceux qui vont découvrir la magie de la neige qui fond, enfin, les revenus qui fondent comme neige au soleil avec tout ce qu'on doit défalquer. Bien sûr, chiffre d'affaires n'est pas égal à rémunération directe. Il y a un dernier truc qui m'interpelle dans le match SASU-EURL. Oui. Me semble-t-il, alors t'as le droit de me débunker si je raconte des conneries, hein, parce que moi, je suis pas l'expert comptable de l'épisode, vous avez compris. Je me souviens que comme moi, j'étais en rupture conventionnelle et que je touchais le chômage, il y avait un intérêt à passer en SASU pour les dividendes. Alors, fake news ou pas, raconte-moi un petit peu quel est ton point de vue sur ce sujet des dividendes, qui est aussi une autre façon de se payer et peut-être d'optimiser sa rémunération. Alors, plusieurs choses, oui. Les dividendes, je pense qu'on pourra en parler un petit peu plus tard, mais plusieurs choses sur ce que tu dis, parce qu'en plus, on est en plein dans l'actu. Il y a des règles qui changent vis-à-vis de l'indemnisation des personnes qui sont au chômage. En effet, l'intérêt d'une société, c'est déjà qu'il y a une personne morale. C'est cette personne morale qui va réaliser l'activité, qui va émettre des factures. Et donc, France Travail, puisque désormais on dit plus Pôle emploi, mais France Travail, va dire, OK, c'est la société qui réalise l'activité. Tant que la personne indemnisée ne prend rien à la société au titre de la rémunération, moi, je peux continuer à lui verser ses allocations. Il n'y a pas de problème. Okay. Donc ça, c'est la première chose à savoir. On peut faire le niveau d'activité qu'on veut, tant qu'on ne prend rien, pas de souci pour les allocations. La deuxième chose, et ça change un petit peu en ce moment, c'est que jusque-là, France Travail disait, peu importe la forme juridique de société, si vous prenez rien, je vous verse l'intégralité de vos allocations. Et on commence à voir de la jurisprudence qui nous dit, eh bien, pour les EURL, je vais vous verser 80% seulement de votre allocation. Et puis on verra ensuite, quand vous serez capable de prouver que, en effet, il n'y a pas eu de rémunération du tout, si vous avez le droit aux 20% restants. Par contre, pour les SASU, on reste toujours sur 100% éligible, 100% de l'allocation de retour à l'emploi. Donc là, le match est plutôt en faveur de la SASU. Encore une chose, on parlait tout à l'heure de cotisation sociale obligatoire, et on disait que c'était 45% ou 75% de la rémunération. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de rémunération? En EURL, quand il n'y a pas de rémunération, il y a quand même un forfait minimum annuel d'environ 1200 euros de cotisation sociale obligatoire. En SASU, si on ne se rémunère pas, eh bien, il n'y a pas de cotisation sociale obligatoire, zéro. Ça veut dire que pour quelqu'un qui bénéficie des allocations de retour à l'emploi, qui ne compte pas se rémunérer, ça peut permettre une économie de 1200 euros d'être en SASU. Et puis la dernière chose quand même, pour répondre à ta question, concernant les dividendes, en effet, en théorie, dans les textes, il est possible de se verser des dividendes parce que sur les dividendes en SASU, du moins, on ne paye pas de cotisation sociale. Et donc Pôle emploi dit, France Travail, dit, puisqu'il n'y a pas de cotisation sociale, ce n'est pas de la rémunération. Donc pas de souci pour verser l'allocation de retour à l'emploi. Mais ça commence à évoluer un petit peu aussi, on comprend que c'est pas trop l'esprit de la règle. Donc nous, on conseille toujours aux personnes de faire extrêmement attention avec cela, d'être vigilantes, de faire valider la position par leur conseiller France Travail, parce que on comprend bien que quand même c'est certainement quelque part où le législateur va finir par mettre son nez. Ok. Bon, en tout cas, je voulais préciser aussi dans cet épisode que on a un truc trop bien qu'on a mis en place avec Number et le board, comme on est partenaire. On vous offre un rendez-vous gratuit orientation statut juridique. Donc, si vous êtes là total dans le flou, en mode oula, bon, j'hésite, mon cœur balance entre ça ou ça, venez, prenez votre rendez-vous. Je vous mets le lien en description et le lien dans la newsletter. Comme ça, vous agirez en âme et conscience et avec le bon conseil aussi des experts avec vous. Est-ce que tu as un petit défi à nous lancer, Flavien, avant qu'on passe à la suite de l'optimisation, parce que évidemment, ça c'est que le début, il y a encore plein de choses à optimiser pour être un solopreneur bien rémunéré. Oui, avant de lancer le petit défi, je redonne juste un tips parce que c'est hyper important. Il n'y aura jamais de réponse unique pour votre forme juridique.
ce sera toujours à apprécier en fonction de votre situation actuelle et de vos projets à moyen terme. Donc vraiment, n'essayez pas de transposer une réflexion et de l'appliquer à votre cas. Il faut toujours reprendre à zéro et c'est ça aussi qui est passionnant. Pour le petit défi, l'une des premières choses, on l'a dit, c'est d'essayer d'estimer son niveau de chiffre d'affaires, son niveau de charge. Donc, si vous voulez commencer par la bonne étape, c'est ça, c'est essayer de poser au minimum sur 1 an votre volume d'activité par rapport au contrat que vous pourriez déjà avoir, par rapport à ce que vous envisagez, et puis aussi vos charges. Qu'est-ce que vous devez mettre en place pour réaliser ce volume d'activité? Qu'est-ce que vous allez devoir décaisser? Et une fois qu'on aura tout ça, on pourra déjà éclairer la prise de décision. Bah top. Bah, je vous remets le prévisionnel qu'on a bossé avec ton homologue Kevin, mon comptable sur Nantes, qui est le prévisionnel que moi j'utilise pour calculer mon chiffre d'affaires en route pour 300 000 euros. Je croise les doigts, et mes charges aussi. Et ça tombe bien, les charges, on va en parler parce que c'est le sujet de l'épisode 2. Comment bien optimiser ses charges de solopreneur pour optimiser sa rémunération? C'est parti. Alors, on parle souvent du revenu, hein, les 100K, le SMIC LinkedIn, blablabla. Mais j'ai l'impression que les gens oublient un truc important, c'est que il y a des charges déjà dans l'exercice de notre métier, des licences, des SaaS, la comptabilité, machin, des déplacements. Et puis peut-être aussi on peut se créer des charges qui améliorent notre mode de fonctionnement en fait. Je sais pas, prendre des gens pour nous aider, faire travailler des freelances. Enfin, tu vas nous raconter un petit peu, Flavien, quelle est ta vision comptable et j'ai envie de dire stratège du sujet charge, parce que pour moi c'est pas une obligation de remettre ces charges à zéro. Peut-être qu'elles sont utiles aussi dans notre activité. T'en penses quoi de ce sujet optimisation des charges? Oui, c'est clair. En fait, par charge, il y a quand même une partie des charges qui peuvent avoir vocation à soulager le rythme de vie de l'entrepreneur. C'est-à-dire que s'il y a des charges que je peux passer sur ma structure, alors que jusqu'aujourd'hui, j'en assumais la charge personnelle, indirectement, c'est du revenu. Ça veut dire que c'est du pouvoir d'achat que je vais gagner par ailleurs. Et ça, c'est intéressant. Alors, de quoi on peut parler? En préambule, c'est important de dire qu'une charge, quoi qu'il arrive, elle doit être engagée dans l'intérêt de l'activité. Ça, c'est le premier critère. Et deuxième critère, elle doit être justifiée. Justifiée, ça veut dire avec une facture au nom de l'entreprise, parce que c'est ce qui va permettre de déterminer ce qui est pro, ce qui est perso. À partir du moment où c'est justifié et où c'est engagé dans le besoin de l'activité, alors en cas de contrôle, vous n'aurez jamais de problème. Et alors, les charges qui peuvent être intéressantes... Ouais, vas-y, est-ce que tu peux nous détailler un peu, on va rentrer un peu dans le détail, parce que quand on dit ça, je sais très bien la question que les gens se posent, c'est, en fait, moi j'ai remarqué, il y a ça va te surprendre peut-être Flavien, mais, enfin peut-être pas, tu les as peut-être comme client, mais vraiment il y a des solopreneurs qui s'autorisent rien. Et au contraire, quand on discute avec d'autres potes freelance ou solopreneurs, après on apprend que un tel passe ça en charge ou que un tel a fait ça, on se dit ah bon, mais moi j'y aurais pas pensé. Donc je pense qu'il y a une forme aussi de formation à avoir sur ce sujet charge. Ouais, c'est clair. Il y a une formation à avoir parce que ce serait dommage quand même de passer à côté. Et le premier truc sur lequel on peut rebondir, c'est les charges mixtes. Ça veut dire toutes les charges qui, par nature, peuvent être à la fois professionnelles et personnelles, surtout pour les solopreneurs. Je vais en prendre deux parce que l'image, elle est facile. Le forfait de téléphone et les frais Internet. Ça, oui, on l'utilise en pro, on l'utilise en perso. Mon petit conseil là-dessus, c'est surtout continuez à le payer en perso et faites-vous rembourser par l'entreprise uniquement la part professionnelle. J'explique pourquoi. Imaginons que Internet plus téléphone, ça coûte 70 € par mois. Je paye en perso les 70 € par mois et je dis par contre 5 jours sur 7, je l'utilise pour ma boîte, donc je vais demander que l'entreprise me rembourse 5/7. Ça, c'est assez généralement accepté par les impôts, il n'y a pas de souci. Et donc, l'entreprise, tous les mois, va me rembourser 50 € sur les 70. Okay. Par contre, si j'avais fait l'inverse, si j'avais mis les 70 € décaissés depuis mon entreprise, eh bien, les 20 € qui sont dans l'entreprise, c'est de la rémunération, au final, parce que c'est du perso que j'ai pris à ma boîte. Et donc, ça veut dire que sur ces 20 €... Si j'ai un contrôle fiscal, t'inquiète, je lui dirais, moi j'ai plus de vie perso. Non, je rigole, ça marche pas comme ça. On peut pas dire ça. J'ai plus d'amis. Je passe tout mon temps à faire des trucs sur le freelancing. Non, justement, le contrôleur il va dire, je comprends, vous travaillez beaucoup, mais néanmoins ces 20 €, c'est de la rémunération. Donc sur ces 20 €, c'est cotisation sociale et impôt sur le revenu.
Et donc c'est Bah, dommage. t'as raison. Bah, ça, c'est un truc que j'ai pas fait tout à fait dans le bon sens, donc j'y penserai parce que quand je vais bientôt changer de forfait, bonne idée, ça. Ok. Oui. On le prend en perso et on se fait rembourser via des notes de frais la part professionnelle. Autre Trop chose bien. auquel on peut penser, c'est le loyer. Il y a beaucoup de solopreneurs qui utilisent le siège social, un bureau chez eux, et là, l'entreprise peut indemniser pour l'utilisation d'un bureau, pas de problème. Alors il faut essayer de regarder combien ça coûterait sur le marché en fonction de la localisation, un bureau quasi de la même taille, mais allez, entre 200 et 300 euros, il y aura jamais de problème hein, par Ok. mois. Et donc ça veut dire que pareil, c'est du cash qu'on peut récupérer, on disait tout à l'heure à la personne morale, on peut récupérer à la personne morale sans que ce soit de la rémunération. Donc, si on se reprojette dans le cas de la personne qui a été indemnisée par France Travail, elle peut être indemnisée d'un loyer sans que ça diminue ses allocations de retour à l'emploi, parce que c'est pas de la rémunération. Et donc le loyer, on va venir le prendre sur le compte pro tous les mois, et il faudra quand même le déclarer en contrepartie lors de la déclaration de revenus, parce que Oui. ça doit quand même être imposé à ce moment-là, mais ça permet d'éviter les cotisations sociales. Ouais, puis si tu dis c'est 200 euros par mois, c'est pas 2400 euros imposés qui vont te changer ton impôt sur le revenu. Enfin, je veux dire, c'est pas des Non, sommes non, puis astronomiques. en Ok. plus, il y a même un abattement avant ça, donc non, dans Ouais. la plupart des cas, c'est intéressant. Et en plus, ça permet une économie d'impôt sur les bénéfices côté personne morale. Ouais. Et d'ailleurs, je rebondis parce que moi, je l'avais fait l'année dernière. Aménager son bureau aussi. Parce Mhm. que, bah, du coup, mine de rien, travailler sur un coin de table, c'est un peu pénible. Il y a plein de solopreneurs qui le font. Je sais pas, s'acheter un bureau convenable, avoir une ergonomie de poste de travail bien. Et je sais pas, ça coûte cher un bureau assis debout, c'est genre 600 ou 700 euros, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus Ouais, c'est clair. exactement. Mais bon, bref, ça fait partie aussi des Vis-à-vis, aménagements qu'on peut faire. vis-à-vis de ces aménagements-là, la question à se poser, c'est toujours, si j'étais en location et que c'était pas chez moi, est-ce que ce serait des travaux à ma charge ou de l'aménagement à ma charge, ou est-ce que ce serait à la charge du propriétaire? Si Hmm. c'est quelque chose qui serait à la charge du propriétaire, dans le cas où je serais locataire sans que ce soit mon habitation, alors je peux pas le faire financer à titre professionnel. Si par contre Ok. c'était à ma charge dans tous les cas, là pas de souci. Trop bien. Trop intéressant. Et parfait. Alors vas-y, on va avancer dans les charges parce que je sais qu'il y en a plein et du coup je voudrais pas qu'on en oublie. Tout ce qui Là, est restaurant, restauration, bouffe. Allez, je vais mettre ça dans la partie ouais, bouffe. dans la Qu'est-ce que tu partie peux bouffe. nous recommander là-dessus? En plus il est 14 heures, donc là on sort juste de la pause déj. Non mais oui, c'est important quand vous êtes solopreneur, vous avez le droit de faire financer les frais de bouche par votre entreprise. Il faut distinguer deux cas. Quand on mange tout seul, à l'extérieur, dans ce cas-là, tout n'est pas déductible, mais c'est autorisé quand même. On va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'est autorisé. Il n'y a pas de souci. Surtout si c'est fait dans l'intérêt de la société, parce que vous pouvez pas rentrer chez vous, c'est trop loin, etc. Vous allez perdre du temps, c'est pas possible, vous êtes chez le client. À ce Ok, moment-là, aucun souci. Et deuxième cas, d'accord. quand on invite quelqu'un. Donc là, il faut vraiment mentionner, il faut garder trace de qui on a invité, et l'intégralité de la dépense est déductible. Donc si vous êtes amené à déjeuner avec un client, un prospect, un partenaire, vous pouvez faire une invitation. Il s'agira de prendre le réflexe de noter sur le justificatif qui vous avez invité. Et, Hmm. et en effet, il faut y aller avec quelqu'un de l'activité professionnelle. Vous pouvez pas inviter votre père pour la fête des pères qui s'est déroulée hier. Mais en tout cas, c'est Sauf tout à si fait ton père possible. est solopreneur ou client Exactement. ou Voilà. partenaire. Hein. Donc là, Après, il mais faut. bon, non, mais je vois ce que tu veux dire. Non, mais tu vois, moi, j'ai souvent l'habitude de dire, ouais, je bouffe avec des potes solopreneurs, mais mec, mais quand on est au resto, mais on bosse. En fait, on bosse, on se Mhm. fait de l'apport d'affaires, on nanana. Donc c'est pas inviter ses potes, c'est avoir des contextes professionnels dans lesquels on s'aide, on s'entraide et tout. Donc je suis complètement d'accord avec toi. Et ça, pareil, je pense que c'est complètement sous-coté. Ouais. Petit passage là-dessus. Moi, j'invite mes clients quand je vais les voir à Paris au déjeuner. En fait, je les vois pas physiquement, on se voit beaucoup en visio. Mais et l'autre fois, j'ai eu une prestataire où j'ai payé une prestation un peu chère et tout, qui m'a pas invité et j'étais un peu deg. Donc moi, je trouve que ça fait partie de l'étiquette business que d'inviter ses clients au déjeuner. Ouais, c'est Mais clair. bon, peut-être que j'ai été mal élevée. Non, non, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Ça fait partie des relations pérennes de travail professionnel. Il n'y a pas de souci, c'est autorisé en plus. Alors profitons-en.
Ouais. Et c'est quelque chose qui va souvent, généralement, avec les frais de bouche, c'est les frais de déplacement. Les Mm. frais de déplacement, et là, pareil, on peut déduire. Tout ce qui est transport en commun, c'est déductible. Et pour ce qui est Ok. des déplacements avec un véhicule, si vous utilisez votre véhicule personnel, vous pouvez vous faire rembourser des indemnités kilométriques. Pas de problème. Il faudra avoir un récapitulatif des trajets parcourus et vous pourrez vous faire rembourser les indemnités kilométriques par l'entreprise. À nouveau, ça vous permet d'obtenir du cash sans qu'il y ait cotisation sociale et impôt sur le revenu. C'est du remboursement de frais. Alors, Et tiens, je précise parce que peut-être que certains ne le savent pas, j'en avais parlé dans un post, je crois, mais moi j'ai un vélo de fonction parce que mhm. j'ai à Nantes, j'ai pas de voiture, donc j'ai un vélo électrique quoi, et ça coûte assez cher. Donc pareil, je déduis mes kilométrages privés, je crois, quand j'emmène mes enfants ou trucs comme ça. Mais sinon, en fait, toute ma vie, je la fais à vélo. Donc voilà, c'est Sinon, truc, c'est tu sais, tout à fait peut-être on n'y possible. pense pas trop parce qu'il y a des gens qui me disent ouais, moi j'ai pas de voiture, donc j'ai pas besoin de passer en entreprise. Je reste en micro. Mais je pense que ça fait partie aussi des avantages qu'on peut avoir. Ça fait partie des avantages et ça me permet de rebondir sur quelque chose. Le vélo, je ne sais pas si c'est ce qui a motivé ton choix, mais on est un petit peu sur une démarche éco-responsable. Même quand on parle de véhicule, il faut essayer d'avoir ce réflexe-là, parce que fiscalement, il y a des incitations à l'éco-responsabilité. C'est-à-dire que si on venait à avoir un véhicule sur le compte de l'entreprise, plus il serait vert, plus la fiscalité serait avantageuse. Et au contraire, Mm. elle serait punitive si c'est un véhicule qui pollue. Pour le cas du véhicule, il est important Ok. de toujours bien faire la simulation, parce que c'est la même logique que tout à l'heure. Il n'y a pas de réponse unique. Ça dépend de l'usage du véhicule, des caractéristiques techniques du véhicule, et puis de son rejet de CO2. Donc là, la fiscalité, elle peut vraiment très vite varier, et on pourra jamais dire oui, c'est une bonne idée, non, c'est une mauvaise idée. Il faut toujours calculer. Ouais, t'as raison, c'est exactement ma motivation. Je voulais un énorme Hummer, mais comme fiscalement, c'était pas très avantageux, j'ai choisi un vélo, un vélo électrique. Ouais, puis au passage, ça Écoute, permet de faire un merci. peu de sport, c'est pas plus mal. C'est ça, merci pour tes tips. Alors, il y a une deux dernières charges dont j'aimerais qu'on parle vite, avant de passer aux autres Mhm. optimisations. Tu voulais me parler des CESU. Est-ce que tu peux Ouais. expliquer ce que c'est et quel est le bénéfice pour nous? En quelques mots, parce que c'est très facile à comprendre, le CESU, donc le chèque emploi-service, c'est quelque chose que l'entreprise peut acquérir et qu'ensuite elle va distribuer à son dirigeant, à ses salariés aussi s'il y en a, mais à son dirigeant s'il est tout seul, c'est possible. Et dans la limite Hmm. d'environ 2 400 € par an et par bénéficiaire, c'est exonéré de cotisation sociale. Donc l'entreprise peut payer quelque chose, en donner le bénéfice à son dirigeant, qui ne paiera pas de cotisation sociale et qui va pouvoir, avec, engager des prestataires de services à la personne, donc ménage, garde d'enfants, entretien des espaces verts, tout ça c'est possible. Et ça, Trop c'est bien. Bah, pareil, c'est assez méconnu et c'est intéressant. ouais. Ça, c'est pour tous ceux qui me demandent comment je fais pour être solopreneur avec deux bébés. Eh bien, ça s'appelle les CESU. Non, mais mine de rien, enfin, tu vois, on n'est pas vraiment solo, et ça, c'est une façon aussi d'encourager une vie même personnelle qui soutient notre business, parce que je Mhm. pense que je pourrais pas accomplir autant de choses si je devais faire tout ménage, garde d'enfants et compagnie. Donc, trop bonne idée. Est-ce qu'on a fini sur les Oui, charges optimisables? oui, on a fini. Juste quand on parle des charges, je veux rebondir sur un mythe, c'est la grosse charge de fin d'année qui va nous permettre d'économiser de l'impôt. Je l'ai déjà vu à 2, 3 reprises depuis que je travaille. Euh, donc c'est quand on est au mois de décembre et qu'on se dit, bon, là, il faut à tout prix que je paye un truc cher, sinon je vais payer Hmm. beaucoup d'impôts parce que je vais avoir un gros bénéfice. Bah, ça marche pas comme ça. Le truc cher, il ne passe pas immédiatement en charge, il est amorti dans le temps. Et donc, acheter une voiture à 20 000 € le 15 décembre, c'est pas forcément la bonne idée. Non, c'est clair. Si vous avez un reliquat de trésorerie, pensez-y avant. Grâce au prévisionnel, vous saurez que vous serez en Ouais. reliquat. Et puis, faites bosser des freelances, formez-vous. Voilà le genre de trucs qui sont intéressants, je trouve, et qui sont moins matériels qu'une voiture, mais qui sont très utiles aussi pour votre avenir. Super. Est-ce que tu as un petit défi à nous lancer avant qu'on passe à la troisième partie? Oui, Optimiser ses revenus. pas de souci. Là, on vient surtout de parler des charges qu'on avait envie de créer parce que c'était dans notre intérêt. Mais il y a aussi toutes les Mm. charges dont on se passerait bien et il faut y faire attention aussi à celles-ci. Assez régulièrement, en discutant avec les entrepreneurs, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure d'ailleurs,
tous les SaaS que vous pouvez Mm. utiliser pour votre travail, on oublie qu'on a tel abonnement. Mm. Et donc, au-delà de créer de la charge, des fois, il faut aussi prendre le temps de regarder ces 3 derniers relevés bancaires et puis d'aller à la chasse aux charges qu'on pourrait éliminer parce qu'elles sont plus utiles, quoi. C'est clair. Et là, tu parles des SaaS, mais c'est la folie là en ce moment entre l'intelligence artificielle, tel logiciel, tel truc. En plus, on tente des trucs tout le temps quand on est solopreneur. Moi, je fais une rationalisation. Peut-être pas tous les mois, mais allez tous les trimestres. Moi, j'ai un suivi où pareil, dès que j'achète un nouveau truc, je me mets le truc que j'ai acheté dans un petit tableau et comme ça, je check. Et parfois, c'est aussi utiliser plus ce logiciel qui est bien, mais qu'en fait, j'utilise pas assez. Donc voilà, Oui, c'est trop sûr. bon conseil, Flavien. Merci beaucoup pour tous tes tips. Et puis du coup, ce que je te propose, c'est qu'on passe à la partie, j'allais dire sonnante et trébuchante. On n'est que dans du sonnant et du trébuchant, mais là, on va dire ce qu'on va retrouver derrière en revenus en tant que solopreneur. Donc, comment optimiser ses revenus? C'est parti. Alors, on a parlé du statut, on a parlé des charges, donc qui est aussi une façon de s'aménager un confort de vie supérieur avant d'être à l'étage revenu. Alors, si on arrive vraiment aux revenus, qu'est-ce que tu nous conseilles, Flavien? Qu'est-ce que les solopreneurs aussi peut-être font mal et font que ils n'ont pas une rémunération super optimisée? Alors, deux petits tips. Déjà, la première chose, c'est, on a déjà eu l'occasion de le dire un petit peu, mais toujours challenger sa forme juridique. La forme juridique à l'instant T, ça peut être la bonne solution d'être en SASU et peut-être que dans 1 an et demi, c'est plus vrai. Donc ça, c'est Bah une alors, réflexion permanente. t'as raison d'en parler parce que c'est quand même comme ça que je suis venue vers Number. D'accord? Bon, j'avais entendu des super retours à Nantes. Toutes mes copains, copines solopreneurs étaient chez Number. Mais aussi, moi, justement, je sortais de rupture conventionnelle, chômage, SASU, nanan. Je sortais de mon rêve de créer une start-up parce qu'au début, je m'étais dit, je vais créer une start-up, donc c'était plus une SAS. Mhm. Et du coup, c'est ça qui m'a amené à réfléchir au statut plutôt de l'EURL. Voilà, avec des objectifs du coup adaptés à ma situation du moment qui n'est pas la même qu'il y a 3 ans. Donc Bah oui, bon plan. oui, c'est sûr, parce que on prenait l'exemple de la personne qui est indemnisée par France Travail. Maintenant, la durée maximale d'indemnisation, c'est 18 mois. On va faire un choix le premier mois qui sera valable vraisemblablement pour les 18 prochains, mais peut-être qu'au 19e, c'est plus le cas. Donc à chaque fois qu'il y a un changement de statut, un changement de projet ou un changement d'objectif, eh bien il faut se reposer cette question-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième tips, euh, je recommanderais dans la plupart des cas d'avoir une date de clôture pour toutes les personnes qui ont une comptabilité à tenir, qui cadre avec l'année civile. Pourquoi? Parce que quand on va chercher à optimiser ses revenus, on va parler des revenus professionnels, des cotisations sociales, mais aussi de l'impôt sur le revenu. Et l'impôt sur le revenu, on n'a pas le choix. C'est fixé par la loi, c'est forcément la période du 1er janvier au 31 décembre. Donc, en Ok. faisant coïncider les deux périodes, on peut réfléchir à optimiser l'ensemble. Alors que si on a quelqu'un, par exemple, qui clôture sa compta au 30 juin et qui veut optimiser en même temps son impôt sur le revenu, eh bien, on va faire des hypothèses sur les 6 prochains mois. Mais peut-être que ces hypothèses, elles s'avéreront fausses et ce serait dommage. Mhm. Alors Ça que c'est quand très on fait smart parce coïncider les que deux, je me rappelle quand on crée sa société au début, ça met clôture au 31/12 ou clôture à un autre moment, on sait pas quoi répondre quoi. C'est typiquement le non. genre de truc auquel on n'a pas été formé. Donc merci pour ta précision. Bon Et, conseil. et c'est pareil, ça peut se modifier, hein. Rien n'est figé dans le marbre. Alors à chaque fois, c'est des coûts, il faut le dire aussi, Mm. mais ça peut se modifier. Donc au début, ça peut être hyper pertinent de faire coïncider sa date de clôture avec sa fin de droit à France Travail, par exemple. Et ensuite, on Mm. la modifiera si nécessaire. Ok. Mais c'est un réflexe à avoir. Et alors une fois qu'on a mis en place ces deux choses-là, quand on parle de revenus, il y en a deux types. Il y a les revenus du travail, donc on va parler de la rémunération, et les revenus philosophiquement du capital, là on va parler des dividendes. Mm. Concernant la rémunération, euh, en EURL, on est toujours un petit peu plus libre qu'en SASU, puisqu'il n'y a pas d'édition de fiche de paie. Donc ça, c'est une liberté qu'on peut avoir grâce à l'EURL. C'est-à-dire que la rémunération, c'est simplement un virement du compte professionnel vers le compte personnel. Ça va être plus simple pour réaliser des arbitrages puisqu'on est plus souple. Mais le conseil que je peux donner, c'est dans tous les cas, qu'importe la forme juridique, pour optimiser vos revenus, 2-3 mois avant votre date de clôture, demandez un arrêté comptable, demandez une situation intermédiaire
pour anticiper le dernier trimestre et déterminer s'il y a des optimisations à mettre en place sur les prochains mois, grosso modo, avant qu'il soit trop tard, quoi. Ouais, en gros, se payer plus. Quand tu dis optimisation, c'est ça. Se verser plus de rémunération si jamais on a un petit rab. Alors, dans la majorité des cas, c'est ça, mais des fois, c'est même se verser moins pour éviter de passer une tranche d'impôt sur le revenu. On peut avoir Ouais, t'as raison. des gymnastiques différentes. Donc, oui, mais c'est surtout faire une photo à date et puis projeter cette photo sur les 3 prochains mois pour savoir si le paysage complet va être beau ou s'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu venir, quoi. C'est ça. Moi, j'adore. Et alors, tu vois, j'avais un comptable en ligne plus self-service avant, Mhm. qui était, je pense, OK au début, comme je me payais pas, tu vois, enfin, c'était un peu basique. Mais c'est aussi ce qui m'a motivé à venir chez Number, parce que tu vois, prendre ces rendez-vous-là, avoir toujours la même personne qui te suit, avoir du conseil non sollicité, mais qui va t'aider à optimiser aussi ton foyer fiscal et tout. Enfin, c'est trop important. Et je suis contente qu'on fasse cet épisode parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont se dire ah ouais, ok, j'aurais pas pensé. Donc, merci beaucoup pour ta reco. On essaye, on essaye de la mesure du possible d'être proactif parce qu'on se doute bien que tous les entrepreneurs sont pris dans le quotidien, dans la charge de travail, la charge mentale aussi, et on peut pas penser à tout. Donc nous, à chaque fois qu'on va pouvoir prodiguer du conseil, même s'il n'est pas demandé, ben, on sera content d'avoir fait notre part du job. Ok, trop bien. Alors ça, c'est la partie rémunération du travail. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à savoir sur ce côté en fait salaire ou pas? Non, bah après, il faut toujours arbitrer sa rémunération, son salaire, en considérant l'intégralité du foyer fiscal, puisqu'à l'impôt sur le Oui. revenu, c'est bien le foyer fiscal qui est imposé et pas la personne physique en tant que telle. Donc il faut avoir une vue d'ensemble. C'est pas toujours évident, surtout que pour le coup, nous, quand on parle du foyer fiscal, on n'a pas forcément toutes les informations, puisque ça dépend des naissances, ça dépend du niveau d'études des enfants, de leur âge, du niveau de rémunération du conjoint ou de la conjointe. Donc il y a plein de choses. Et à nouveau, ça se simule, mais c'est hyper intéressant. Et Ouais, après, d'ailleurs, à combiner sans doute avec des sujets finances perso, aussi conseillers pour vous à l'échelle de votre foyer, enfin, tu vois, en stratégie patrimoniale et tout ça, hein, c'est ce que je recommande. On avait fait un live il y a pas longtemps dans l'incubateur Solopreneur avec Clément, Solopreneur Money, on l'a appelé, sur tout ce qui va être patrimonial. Et je pense que c'est un bon conseil de combiner avec son comptable pro. Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire pour optimiser ses revenus? alors après, si on laisse tomber la rémunération, il nous reste les dividendes. Avant de parler des dividendes, il faut bien savoir ce que c'est. Quand on tient la comptabilité, on va avoir le chiffre d'affaires, duquel on va venir soustraire les charges, et ça va nous donner un résultat. Si le résultat est positif, on parle de bénéfice. Et le bénéfice, dans ce cas-là, il subit l'impôt. Et ensuite, il nous reste le bénéfice net. Et c'est ce bénéfice net qu'on peut décider de distribuer aux associés sous forme de dividende. Mais donc, la première leçon à retenir, c'est que le dividende, il intervient après paiement de l'impôt, alors que la rémunération se situe plutôt dans les charges. Donc, prendre de la rémunération, ça permet d'économiser de l'impôt sur le bénéfice, alors que le dividende, non. Ok, bah, très juste de rappeler ça. Après, on parlera aussi juste après de tout ce qui va être prévoyance et tout ça. On verra que la rémunération, ça a un autre intérêt aussi sur ce sujet. Super. Oui. Alors, au niveau dividende, qu'est-ce qu'il faut savoir parce que moi, je trouve que c'est pareil. Là, c'est un peu la loterie, quoi. Déjà, faut savoir combien on va faire de résultats. Donc, je suis sûre que plein de solopreneurs sont un peu au doigt mouillé sur savoir quel va être leur résultat. Qu'est-ce que tu nous recommandes comme bonne pratique sur comment bien se verser des dividendes? Alors, première chose à faire, c'est que pour se verser des dividendes, il faut respecter un certain formalisme juridique et il faut tenir une assemblée générale. Ça peut paraître trivial quand je le dis, mais j'ai rencontré récemment des personnes qui se sont versées des dividendes sans avoir tenu d'assemblée générale, et donc là, on n'est pas du tout dans les clous. Dès lors que l'assemblée générale a décidé de distribuer des dividendes aux associés, reste à savoir comment c'est imposé. Pour faire simple, en EURL, dans la plupart des cas, ce sera pas intéressant. Je ne vais pas rentrer dans les détails, donc s'il y a des confrères qui m'écoutent, il faudra pas m'en vouloir, mais dans la plupart des cas, en EURL, ce serait imposé comme de la rémunération. Et donc, si c'est imposé comme de la rémunération, autant prendre de la rémunération qui va permettre de diminuer l'impôt sur le bénéfice. Par contre, en SASU, c'est imposé différemment. Le dividende en SASU, il est imposé à 30%.
c'est ce qu'on appelle la flat tax. Et dans les 30%, il y a 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôts sur le revenu. J'ai bien fait exprès de dire prélèvements sociaux parce que c'est pas des cotisations sociales, c'est pas le même mot que tout à l'heure. Et donc ça veut dire que les prélèvements sociaux, ça n'ouvre pas de droits, notamment à la retraite. Et que donc, il faut bien faire attention, quand on se verse des dividendes, à avoir quand même des revenus à côté pour valider sa protection sociale. Ah, alors c'est la question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure parce que on en parle beaucoup de la retraite. Enfin, en tout cas, quand on est solopreneur presque quarantenaire, on en parle encore plus. faut se verser combien par mois pour valider c'est comme ça que ça marche, par mois, par trimestre? J'y connais rien. On va prendre un montant à l'année, mais pour valider tous ces trimestres de retraite, il faut au minimum 7 000 euros de rémunération. Au minimum 7 000 euros de rémunération. Faut y penser à ça, hein. Franchement, on est jeunes et fringants, freelance et tout, on pense à rien, on est là, on optimise, on prend du dividende et en fait ça compte pas dans les trimestres. Super intéressant. Ouais. Est-ce que tu as un défi à nous lancer pour qu'on mette tout ça dans notre petite marmite et qu'on essaye d'optimiser nos revenus? Pour optimiser les revenus, il faut déjà savoir de combien on a besoin pour vivre. J'ai envie de dire le revenu plancher. Sans ça, vraiment, je peux pas. Je serais dans de la survie. Donc, faire cet exercice-là, de connaître son revenu plancher, donc en regardant les charges qu'on a de façon récurrente, en regardant ses remboursements d'emprunt, et te dire, OK, par rapport à mon activité, je sais que je vais devoir me tirer obligatoirement ce montant-là, peu importe comment, on verra ensuite, mais j'ai besoin de ce montant-là, qui arrive sur mon compte perso tous les mois. Et une fois qu'on a ça, on peut essayer de mettre en place une stratégie pour arriver à ce montant-là, ou plus si on a de la marge, et d'avoir la stratégie la plus bénéfique pour atteindre ses objectifs. Ok, ça me va. Écoute, let's go, calculer. Venez nous raconter aussi dans la communauté si jamais vous avez des questions. On y répondra toujours avec plaisir. Et puis, c'est bien, en tout cas, moi j'aime bien que tu conseilles toujours de regarder ces chiffres, regarder combien on a besoin et tout. C'est comme ça qu'on se rassure aussi, hein, parce que moi, quand j'ai quitté un beau salaire pour devenir solopreneur, ça m'a aidé aussi de me dire, bon, bah voilà le minimum vital dont j'ai besoin. Je pense que je vais pouvoir y arriver en faisant ça, en ayant tel TJM. Donc voilà, ça rassure. Allez, je te propose qu'on continue avec l'avant-dernière optimisation. Comment bien se protéger aussi en tant que solopreneur, parce que là, attention, il y a plein de trucs cachés, vraiment invisibles du commun des mortels, auxquels il faut faire attention, et ça se passe dans l'épisode 4. Alors, on a parlé des charges, des revenus, du statut. Il y a toute la partie protection sociale, prévoyance. Enfin, je sais pas. Moi, je mets tous ces mots valises dans le même sac. Peut-être que je me trompe. Est-ce que tu peux éclairer un peu notre lanterne là-dessus sur ce côté être correctement assuré et protégé en tant que solopreneur? Bah oui, t'as raison. C'est hyper important. C'est pas tout d'avoir des revenus, mais si demain on fait face à un accident de la vie, est-ce qu'on a mis en place tout ce qu'il faut pour que ces revenus continuent et perdurent? Parce que le solopreneur, comme son nom l'indique, il est solo ou presque, quoi. Et si demain il peut pas bosser, il n'a pas de revenus. Donc il faut bien qu'il ait pensé à s'assurer. Quand on parle de protection sociale, on parle de l'ensemble des mécanismes qui permettent justement de se prémunir contre ces risques, dans les risques les plus fréquents qu'on rencontre, hein, la maladie, l'invalidité, même le décès, malheureusement. Et pour tout ça, il existe le régime obligatoire. Mais ce régime obligatoire, ça peut être intéressant de le compléter par des contrats facultatifs. Quand on dit contrat facultatif, il faut entendre mutuelle, prévoyance, retraite. Ces trois-là. Quand tu dis ça peut être intéressant, moi j'ai envie de dire c'est une obligation, non? Parce qu'en fait on cotise super mal pour tous ces trucs-là, quoi, en tant que travailleur indépendant. Super mal. J'avais noté une stat pour la prévoyance, par exemple. 50% seulement des travailleurs indépendants sont équipés d'une prévoyance, alors qu'on est à plus de 90% pour les salariés. Alors forcément, côté salarié, c'est pratiquement obligatoire. L'employeur doit faire la démarche. Et si c'est obligatoire, c'est bien qu'il y a un intérêt quand même. Et donc, c'est un petit peu le cordonnier le plus mal chaussé, quoi. Moi, je connais des entrepreneurs qui diraient à tout le monde il en faut une, et qui n'en ont pas forcément. Mais la prévoyance, on va commencer par ce levier-là. Ça permet de garantir les revenus, et notamment quand on peut pas bosser. Et donc, j'ai déjà entendu, bah oui, mais moi, je travaille depuis chez moi, j'ai pas trop de risques. Même si je suis malade, je peux bosser et puis je vais avoir ma facturation qui va tomber, quoi.
J'avais tendance à répondre oui, c'est vrai, vous avez un profil moins à risque que d'autres. Et puis j'ai rencontré il y a quelques mois maintenant quelqu'un qui est consultant informatique et qui s'est retrouvé pendant 6 mois sans pouvoir bosser parce que il a contracté une maladie. Il était aphone pendant 6 mois, donc il pouvait plus Oh travailler purée. parce Pas qu'il que ça pouvait m'arrive, plus. ça. Non, bah surtout pas à toi. Donc lui, il pouvait plus discuter avec ses clients, il pouvait plus faire de réunions et donc il n'a pas eu le choix. Il pouvait pas bosser quoi. Il pouvait pas bosser. Et il Enfer. était bien content d'avoir une prévoyance qui a pris le relais parce que la prévoyance, elle est là pour ça. Euh, Bah, de toute façon, faut pas se croire au-dessus du lot. Enfin, moi, je veux dire, j'avais interviewé 2 fois dans le board, vous la connaissez, Pauline Tréquesser. La pauvre, elle a eu un cancer du sein grave et tout, super jeune. Donc ça arrive pas qu'aux autres. Et elle, ouais, elle dit heureusement que j'avais ma prévoyance et que j'avais anticipé le truc en fait. Donc vraiment c'est ne déconnez pas avec ça. Et je pense que pour ceux qui nous écoutent, c'est peut-être le moment là. Comme vous écoutez des trucs sur la rémunération, ça y est, le chômage c'est fini, le machin et tout. C'est peut-être le moment de mettre en place ces systèmes de prévoyance notamment. ouais, c'est sûr. Et c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis, ça y est, le chômage, c'est fini. Toi, tu étais passé par une rupture conventionnelle. Ouais, Quand on quitte un précédent emploi, généralement, on a la portabilité de certains dispositifs. Et donc, pendant un certain laps de temps, on n'a pas à s'en soucier. Mais il faut on se faire rend pas attention compte. au moment où ça se termine. Et là, il Ouais, convient de le mettre en place. Pour terminer sur la prévoyance, tout à l'heure, on parlait de revenus planchers, vraiment le minimum qu'il vous faut tous les mois. Euh, bah, si on peut pas travailler et qu'on a plus minimum, on peut vraiment se retrouver pris à la gorge en pro comme en perso et on passe des mauvais moments. Alors que si on a fait le nécessaire, qu'on a mis en place mm, une prévoyance, et là, c'est le moment où je peux dire, en plus, elle peut être déductible des charges de la boîte, cette prévoyance, à condition qu'on soit sur la fiscalité Madelin, les contrats qui permettent que la cotisation soit déductible, ça passe dans les charges. Donc c'est même pas à supporter mm. à titre personnel. Donc ça vaut vraiment le coup. Ouais, clairement. Et du coup, tu parlais de portabilité. Ça me fait penser à la mutuelle. Donc, petit message, moi qui ai raté ma date de portabilité comme une teubée, ne faites pas ça parce qu'apparemment, on peut souscrire une mutuelle avant que ça soit la date de fin. Donc, faites-le si vous êtes encore en portabilité pour pas vous retrouver comme moi. Je sais plus ce que j'avais. Je crois que j'avais mon petit qui avait une bronchiolite, un truc comme ça, ou j'étais chez le dentiste, je sais plus. Du coup, ça m'a coûté bien cher Mhm. à ce moment-là. Voilà, surtout si vous avez des enfants. Vous pensez que tout va bien, puis un jour, voilà, vous avez une bronchiolite, séjour à l'hôpital, ou truc comme ça. Bon courage. Donc bref, qu'est-ce qu'on doit faire sur la mutuelle en tant que solo? Mutuelle, pareil. Mutuelle prévoyance, c'est vraiment le binôme gagnant. On peut pas passer à côté. Ça permet de s'assurer contre tous les maux. Euh, et la mutuelle, elle peut aussi être déductible. Elle peut aussi être prise en charge par l'entreprise. Donc il faut en mettre une en place. Elle va vous couvrir contre tous les frais de santé, hein. Tu viens de prendre un exemple. Et puis il faut aussi la challenger, cette mutuelle. Il faut mettre en perspective le rapport entre le coût et les garanties. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Il y en a des plus ou moins spécialisés en fonction des secteurs d'activité. Et même si vous êtes déjà équipé, ça peut valoir le coup de challenger, d'aller voir votre assureur, d'essayer de trouver une meilleure proposition. Et puis en plus, quand on est Mm. solopreneur, on a la possibilité, cette mutuelle, de la personnaliser. Moi, je suis aussi travailleur non salarié. Enfin, voilà, mes collègues diraient tous que je suis un fragile. Donc dans ma mutuelle, j'ai mis beaucoup de médecine douce, parce que je me blesse assez souvent. Par contre, j'ai 10 sur 10 à chaque œil, donc j'ai pas mis d'optique. Tu vois, mais c'est intéressant de pouvoir Ouais, mettre dans ok. le contrat en fonction de ce dont tu as besoin. Et ça, c'est Alors ça me donne envie de refaire un petit bilan. Je sais que vous en proposez parce que Kevin m'avait dit ça. Et en plus, comme vous avez aussi la brique communauté avec Number. Vous faites plein de deals avec plein de oui, mutuelles, de machins et tout pour avoir des tarifs avantageux. Donc, je me le note sur ma to-do, Flavien. Je savais que j'aurais plein de trucs à noter sur ma to-do administrative après t'avoir parlé. Mais bon, c'est pour la bonne cause, donc je valide. Ok, donc prévoyance mutuelle, oui. retraite. Je pense que c'est le moment où il faut en parler. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir une retraite? Retraite, en effet, il faut en parler, mais la retraite, on est plutôt dans une stratégie, on est plutôt dans de l'optimisation. Là où la mutuelle, la prévoyance, c'est vraiment nécessaire, quoi, c'est indispensable. Donc la retraite, c'est comme tout à l'heure, on a le régime de base, le régime obligatoire, qu'on peut compléter avec un régime facultatif. Et j'avais noté encore une autre stat concernant la retraite, c'était qu'en en moyenne, un travailleur indépendant voit son revenu divisé par deux une fois qu'il passe à la retraite. Donc si on veut limiter cet effet perte de revenus, c'est tout à fait intéressant de mettre en place un plan d'épargne retraite pour Mm. capitaliser de façon facultative
et avoir un complément de retraite. Et puis c'est pas à 55 ans qu'il faudra le faire, quoi. Parce que forcément, par capitalisation, c'est toujours plus intéressant quand on s'y prend tôt. Donc on a beau dire, ouais, moi la retraite c'est pas tout de suite. Oui, mais on a vite fait de repousser les choses. Et donc le mettre en place, y réfléchir tout de suite pour avoir une stratégie pertinente, ça vous empêchera jamais de faire d'autres investissements à côté. Et on va en parler dans le dernier épisode. Mais c'est quand même intéressant de faire cet audit de retraite. Donc là aussi, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement. Allez télécharger votre relevé de carrière et puis regarder en faisant des projections ce que ça pourrait donner. Surtout que ça peut rejoindre notre première question de la forme juridique aussi. SASU, EURL, il peut y avoir des petites divergences puisque c'est pas les mêmes taux. Et ces divergences peuvent être comblées par les contrats facultatifs. Super intéressant. Bon bah écoute, je sens le défi venir gros comme une maison, mais néanmoins, dis-moi ce que tu nous conseilles de faire sur cette partie protection. Ben oui, forcément, sur la partie protection, faire un audit de toute votre protection qui est déjà en place ou qui ne l'est pas, et puis mettre en place les contrats qui vont bien parce que c'est pas quand il est trop tard, c'est pas quand on fait face à une péripétie qu'il faut se dire, ah mince, j'aurais dû écouter le podcast de Flavie plus tôt et puis suivre ses conseils. Et juste une dernière chose parce que c'est hyper important et je m'en voudrais de pas le dire. Sur la partie prévoyance, notamment, il y a une différence entre l'EURL et la SASU. En EURL, si on veut mettre en place un contrat de prévoyance, c'est un contrat individuel. Ça veut dire qu'il va falloir passer par un questionnaire de santé et qu'en fonction de cela, l'assureur peut soit faire payer cher, soit refuser d'assurer si quelqu'un a des antécédents de santé importants. En SASU, par contre, on est sur des contrats collectifs. Donc si je caricature, le refus d'assurer, il est impossible. Et ça veut dire que il faut aussi avoir conscience de ses antécédents de santé au moment où on choisit sa forme juridique pour être sûr que lorsqu'on va vouloir mettre en place ces fameux contrats facultatifs, on se retrouve pas face à un mur. Bah écoute, c'est super instructif, parce que moi j'aurais pas du tout pensé qu'il fallait penser aussi à ça quand on choisit son statut juridique, donc je te remercie, trop bien. Merci beaucoup pour tous ces renseignements, et allez, le bouquet final, on va terminer avec ça. On va parler de la holding, qui est une des optimisations dont on parle beaucoup quand on est solopreneur. Eh bien, je vous propose ça comme cerise sur le gâteau de notre série Optimiser ses revenus de solopreneur, et c'est parti pour l'épisode 5. Alors la holding, c'est un truc, donc moi j'ai entendu parler par des solopreneurs un peu plus expérimentés que moi à mes débuts, donc des gens qui étaient plus en avance, qui généraient plus de revenus, les 6 chiffres depuis longtemps, etc. Ça a constitué une sorte de petite musique. Dans mon entourage, j'ai entendu parler de ça et tout, donc c'est aussi ce qui m'a guidée vers vous pour avoir plus de conseils hyper personnalisés, parce que chez Number, vous avez vraiment des gens qui accompagnent sur ça. Et donc moi, ça m'a donné envie de me constituer, alors je sais même pas comment ça s'appelle, un statut, un format, enfin tu vas nous dire ça. À quoi ça sert la holding? Et est-ce que c'est un peu la voie royale du solopreneur quoi, qui scale? Est-ce que tu peux nous raconter ta vision des choses, toi, Flavien? Ouais, pas de problème. La holding, c'est vraiment un outil d'investissement. Ça pourrait avoir d'autres intérêts, d'ailleurs j'en citerai un ensuite. Mais dans la plupart des cas, c'est un outil d'investissement. Ça peut aussi être un outil patrimonial. C'est pas un indispensable. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de holding parce que leurs objectifs ne sont pas faits d'investissement, de diversification des investissements. Mais dès lors qu'on va vouloir investir, là, ça paraît primordial. L'investissement qu'on voit le plus souvent, nous, chez Number, c'est l'investissement immobilier. Pour faire un investissement immobilier, aujourd'hui, il y a besoin d'un apport d'un apport encore plus conséquent depuis la hausse des taux, parce que c'est difficile d'obtenir un emprunt. Et la holding peut permettre de maximiser l'apport disponible. Je vais essayer de faire un exemple chiffré pour que ce soit concret, mais sans perdre toutes les personnes qui nous écoutent. Partons du principe qu'une entreprise a une enveloppe disponible de 100 000 euros. Okay, 100 000 euros que le dirigeant souhaite investir. S'il est en EURL, c'est là où le taux de cotisation sociale est le plus faible, 45%, qu'il prend le maximum sur son compte perso, ça veut dire 70 000 euros, une fois qu'on a retiré les cotisations sociales obligatoires, il va encore payer l'impôt sur le revenu, 19 000 euros s'il est dans la tranche d'imposition à 30%, et donc sur les 100 000 euros de départ, il lui reste que 51 000. Ça, c'est la version sans la holding. Ouais. Maintenant, si on crée une holding et qu'on veut
donner le bénéfice de l'enveloppe disponible, non pas aux dirigeants, mais à la holding, pour que ce soit elle qui investisse. On a toujours les 100 000 euros de départ, et avant que ça transite dans la holding, ça va quand même subir l'impôt sur les bénéfices. Donc là, après paiement de l'impôt sur les bénéfices, il reste environ 79 000 euros. On aura différents moyens de remonter ces 79 000 euros dans la holding, et au moment où on les remonte, il n'y a pas d'imposition, ou alors quelque chose de marginal. Et donc, les 79 000 euros seront disponibles pour investir. Ça veut dire que, avec une enveloppe de 100 000 euros, on est passé d'un disponible qui était quasi la moitié, si on prend l'argent à titre personnel, à un disponible proche des 80%, si on transite au travers d'une holding. Donc là, ça vaut vraiment le coup. Ça permet de maximiser l'apport disponible pour un investissement. Ok. Alors, super intéressant. Moi, j'avais bien compris déjà que finalement, ça va vite aussi en solopreneur. Alors, pour ceux qui en sont pas encore là, courage, ça va arriver vite, mais ça va vite de générer plus que ce dont on a besoin pour vivre. Parce qu'en fait, si moi je fais 300 000 euros, mettons, je paye quelques freelances, je paye quelques charges, mais qu'est-ce que je vais en faire? Je n'ai pas besoin de me verser tout ça en salaire. Donc, je vais avoir du disponible pour faire quelque chose de plus intelligent, stratégiquement parlant, pour me prémunir pour l'avenir, pour ma retraite et tout. C'est là que l'investissement, je pense, prend tout son sens. Mais on peut investir dans quoi? Parce que, enfin, tu vois, question bête. En fait, qu'est-ce qu'on achète? Parce que ça reste ma boîte, en fait. C'est pas moi qui achète directement. Alors, justement, on passe par une holding aussi pour séparer les actifs. Donc, quand on dit ça reste ma boîte, oui, c'est un petit peu un abus de langage, mais ça reste quand même pas la boîte initiale, pas la boîte qui réalise l'activité. Ça va être fait soit au travers d'une holding, et éventuellement la holding peut aussi détenir une autre structure, et parfois une société immobilière, pour une société civile immobilière, pour investir dans l'immobilier. Et pourquoi c'est intéressant de dire ça? Parce que ça veut dire que la structure initiale, celle qui me permet de facturer, de faire mon activité, il n'y a rien dedans. Et que si demain je veux m'associer avec quelqu'un, je peux le faire sans qu'il récupère la moitié de ma maison. De ma maison, de mon bien immobilier, si j'avais mis mon bien immobilier à l'intérieur. En plus, créer une holding, ça permet aussi de séparer les investissements et donc de les suivre de façon plus analytique. Parce que si on met tout dans la même coquille, bon courage après pour savoir cet investissement-là, il a fonctionné, celui-là, il a moins fonctionné. Ça va être plus délicat. Alors que si on sépare les choses, on aura une analyse qui sera facilitée. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'intégralité de ta question. Si. Alors donc, tu nous donnes un cas d'usage supplémentaire. Si on veut s'associer, c'est une façon de scaler aussi, ouvrir des associations, de nouvelles boîtes avec d'autres. Donc, ça peut permettre de se sécuriser. Tu me disais aussi en préparant cet épisode, ça peut permettre de mieux transmettre son patrimoine. Alors moi, j'ai 2 enfants, donc ça me parle, le sujet transmission. En quoi ça serait plus favorable avec une holding que sans? Justement, au travers de la holding, on peut commencer à réfléchir à des logiques de transmission en faisant entrer, par exemple, dans l'actionnariat de la holding et indirectement de la société d'exploitation, des personnes de sa famille ou ses enfants, ou en leur donnant des parts. C'est toutes des logiques qu'on peut aussi avoir avec, tu parlais tout à l'heure de gestion de patrimoine, c'est toutes des logiques qu'on peut aussi avoir avec un conseiller en gestion de patrimoine, puisqu'il s'agira d'avoir tous les tenants et aboutissants. Mais en effet, la holding permet cela aussi. Ok. Bon, écoute, trop top. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à savoir sur la holding? Il y a un autre cas de figure. Qu'on termine. Oui, il y a un autre cas de figure sur la holding qui s'adresse un petit peu moins aux solopreneurs, mais déjà aux personnes qui auraient entrepris à plusieurs, mais qui est hyper intéressant et hyper intuitif à comprendre. Imaginons 2 associés. Et voilà, ils ont créé une boîte, ils font je ne sais quoi ensemble, mais ils sont dans la même boîte. Ils travaillent tous les 2 de la même façon, et donc depuis le début, ils disent la rémunération, on fait la même chose chacun. 5 000 euros pour toi, 5 000 euros pour moi. Jusque-là, pas de problème. Ils continuent à avoir une activité qui fleurit, le chiffre d'affaires augmente, et puis il y en a un qui dit moi je vais avoir besoin de plus que 5 000 parce que mon enfant va entreprendre des études supérieures, j'ai besoin de lui payer son loyer, de lui payer l'école, donc je veux passer de 5 000 à 7 000. L'autre, il n'a pas du tout ces problématiques-là, et ça l'intéresse pas d'augmenter sa rémunération, parce qu'il va augmenter ses impôts, et il n'est pas dans cette logique. Eh bien, on va proposer qu'il crée une holding chacun. Et de cette façon, on va pouvoir faire remonter la même chose dans chaque holding,
7 000 euros, par exemple, pour que celui qui avait besoin de 7 000 soit content. Et une fois que l'argent il est dans la holding de chacun des associés, libre à lui de soit tout prendre s'il a besoin de tout, soit de ne prendre que ce dont il a besoin et de réinvestir le reste. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Super pertinent, aussi. Ça. Oui. Ça pourrait éviter des conflits entre associés. ça peut. Et puis ça permet à celui qui veut réinvestir de réinvestir, et à celui qui a un revenu plancher plus haut de pouvoir se rémunérer comme il l'entend. Et une petite question bonus, est-ce qu'avoir une holding, c'est mieux aussi pour investir dans d'autres boîtes? Par exemple, si je veux prendre des parts dans d'autres sociétés, ce qui est aussi une des possibilités des solopreneurs? Oui, ça peut, puisque la holding a aussi ce rôle de portefeuille titre, c'est-à-dire qu'on centralise au travers de la holding toutes les détentions de capital à différents endroits, et ça peut faciliter, en effet, d'autant plus que si besoin d'investir depuis la holding, on pourra, par différents mécanismes pour lesquels je rentre pas dans le détail, on pourra utiliser la trésorerie de la société d'exploitation, de celle qui génère l'activité. Ok, trop bien. Bon bah écoute, je sais qu'on peut pas passer toute notre vie à parler de ça. Venez voir Number si vous avez des sujets sur la holding. Est-ce que tu as un défi final à nous lancer avant qu'on termine cette mini-série? Avec tout ce qu'on a vu, je pense vraiment qu'il faut considérer les caractéristiques de chaque structure juridique, considérer votre niveau d'activité, vos charges, vos projets aussi, et puis ne pas oublier la protection sociale. Et en mettant tout ça bout à bout avec toute la valeur qu'on a essayé de vous apporter, déterminer à l'instant T quelle est la forme juridique la plus adaptée pour vous. Ça veut pas dire, je répète, ça veut pas dire que ce sera celle-là qui doit vous suivre toute votre vie, mais maintenant, est-ce que vous êtes dans le bon cas de figure ou est-ce qu'il convient de changer quelque chose? Bon bah super, si jamais vous êtes en plein doute, vous avez le rendez-vous offert par Number et le board pour faire un point, statuer. Et en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous d'avoir un comptable aussi clair, sympa et intelligible que Flavien. Franchement, évidemment qu'avec un prénom comme le tien, j'avais aucun doute sur le fait que cet épisode allait être extraordinaire. Non, je rigole, mais vraiment merci d'avoir fait l'effort de vulgariser. C'était pas du tout, enfin c'était très intéressant. Et moi, je trouve ça trop chouette de considérer que la compta, c'est pas juste une charge, un truc relou qu'on fait, mais c'est plutôt une stratégie pour optimiser encore notre quotidien et notre avenir, surtout de solopreneurs. Donc un grand merci Flavien d'avoir été avec nous. À toutes et à tous, je vous dis à très vite dans la communauté et à bientôt dans les prochaines mini-séries du board. Bye bye. Merci Flavie.